remercie tout d'abord évidemment les organisateurs pour les acrobaties qu'ils ont réussi à performer pour que nous soyons là aujourd'hui pour ce colloque. Évidemment, ça aurait été mieux à Cerisy avec du cidre, mais la période étant ce qu'elle est, je me réjouis quand même d'être parmi vous. Je voudrais aujourd'hui vous parler du Festin de Pierre, une pièce de Molière créée en 1665, généralement plus connue sous le titre de Don Juan. À l'instar d'autres pièces de Molière, comme l'Avare, Don Juan intéresse de près la pensée économique et les enjeux liés à l'argent. Elle le fait cependant selon une dramaturgie singulière, longtemps soulignée par la critique. Molière s'écarte de ses logiques dramatiques habituelles. La pièce quitte l'intérieur des maisons bourgeoises dans lesquelles il avait pris ses habitudes pour suivre un aristocrate. Le valet de sa pièce n'est pas un personnage très actif ni très malin, et la mort même de Don Juan, le personnage principal, permet de douter qu'il s'agisse véritablement d'une comédie. La pièce est investie de ce que Patrick Dandré nomme une esthétique paradoxale. L'œuvre est également singulière dans la mesure où elle met au cœur de sa dramaturgie un principe fondamental, celui de la dette et du crédit. La critique l'a souligné de longue date, puisque déjà dans un article de 1971, Michel Prunet soulignait cette spécificité. Je souhaite cependant ici aborder la pièce avec une hypothèse particulière. Le Festin de Pierre serait une pièce plus spécifiquement sur le crédit, et avec lui, une pièce sur le discrédit et la manière dont se crée la valeur sociale et économique. Pour le montrer, je voudrais dans un premier temps aborder quelques éléments biographiques et historiques avant de me pencher sur la question du lien entre crédit et devoir pour enfin s'attacher à celle des obligations. Alors nous savons que l'endettement a touché Molière de près. En 1645, c'est-à-dire une vingtaine d'années avant le Festin de Pierre, la troupe de Molière est installée au Jeu de Paume de la Croix-Noire. Elle a du mal à payer ses fournisseurs qui ont démonté la précédente salle pour les installer dans la nouvelle. En août, Molière est arrêté pour une première créance. Il la rembourse, sort de prison. Les créanciers venant rarement seuls, Molière est à nouveau arrêté, mais libéré par caution juratoire, c'est-à-dire sur sa propre parole, ce qui a son importance. Je passe sur les détails des affaires de créance, du rôle joué par son père, de la situation de la troupe un an plus tard, dépossédé de tout, retenons simplement que Molière a commencé sa carrière théâtrale endetté. Faire de la prison pour dette n'est pas inhabituel au XVIIe siècle, mais ce n'est pas non plus anodin. Au début du siècle, Barthélemy de Laffmas, un des premiers économistes politiques, s'insurge dans son 5e traité de commerce contre la pratique de l'emprisonnement pour dette et évoque ainsi le sort des débiteurs. Quelque personnes qu'ils soient, ils sont mis à la compagnie des voleurs, brigands, coupeurs de bourse et condamnés au galères. Et les femmes avec putains, maquerelles, sorcières, larronnesses et autres qui ont tué leurs enfants. La prison pour dette ramène l'honnête marchand au rang de criminel, l'honnête femme au rang de sorcière. La dette fait donc question dans la société du XVIIe siècle, notamment en raison des disparités d'usage de territoire entre pays coutumiers et pays de droit écrit, et entre les différentes coutumes, notamment coutumes de l'Ouest, coutumes de France et coutumes de Bourgogne. En outre, les années 1660 sont marquées par un certain nombre d'affaires financières, d'abus que la Chambre de justice peine à réprimer de manière satisfaisante. C'est pourquoi, en 1673, le roi, sous l'impulsion de Colbert, prend une ordonnance qui règle les modalités de la justice et de la vengeance. Alors, il ne suffit certes pas d'un événement biographique ou d'un contexte historique pour justifier la mise au centre des questions de crédit et de dette. La dramaturgie, elle seule suffirait. J'ajouterai seulement ceci. Il me semble que Molière s'endette lui-même symboliquement pour écrire cette pièce de deux manières. D'une part, l'auteur, habitué à dire « je prends mon bien où je le trouve », a pris justement le sujet de la pièce à la troupe italienne, avec qui il partage le théâtre du Palais Royal. La troupe part en Italie à la fin de l'année 1764. À ce moment-là, en décembre, Molière commande les décors de la pièce. Et c'est là son deuxième endettement symbolique, si on peut le dire. Les décors ont vraisemblablement été créés avant que le texte ait été écrit et ont donc commandé cette dramaturgie si particulière. Cette dramaturgie, je l'ai dit, met en son cœur le crédit. Pourquoi le crédit? Parce qu'il est à l'origine de la dette. Le dictionnaire de Furetière le souligne. C'est le crédit, dans le sens de croyance, que font les marchands aux grands seigneurs qui ruinent leur fortune et leur négoce. Grand seigneur, c'est précisément le terme qu'utilise Ganarelle lorsqu'il affirme, dans le texte de l'édition de 1782, c'est une chose terrible qu'un grand seigneur méchant.
c'est que le crédit de Don Juan est intégralement lié à sa situation sociale. On ne prête peut-être pas qu'aux riches, en tout cas, on prête aux seigneurs. On leur accorde du crédit, car on leur accorde de la valeur. Don Juan en joue de deux manières. La première consiste à performer la noblesse, son appartenance à cette classe sociale, en même temps d'ailleurs qu'il performe son genre. À la deuxième scène du deuxième acte, il séduit une paysanne, Charlotte. Il lui promet un mariage permettant de marcher, je cite, de ce lieu misérable où elle se trouve. Réponse de Charlotte: j'aurais toutes les envies du monde de vous croire, mais on m'a toujours dit qu'il ne faut jamais croire les messieurs. Don Juan parvient tout de même à la convaincre, car la force de la noblesse l'emporte sur la prudence populaire. Charlotte est cependant la deuxième paysanne qui séduit, et ses plans échouent lorsque, dans la scène 4, il jongle entre la parole donnée à celle-ci et à la première, Mathurie. La deuxième manière d'obtenir du crédit quand on est noble, c'est d'exercer son devoir. Le croire et le devoir, le crédit et la dette, ce que l'on croit et ce qui est dû, fonctionnent ensemble. À la fin de la deuxième scène de l'acte 3, Don Juan vole au secours de Don Carlos, face à trois hommes qui l'attaquent. Au-delà du courage, qui n'est ici en rien un appel du héros, Don Juan exerce son devoir de solidarité de classe envers cet autre noble. Ce dernier se révèle être frère d'Elvire, femme épousée et abandonnée par Don Juan. Avoir rempli son devoir envers Don Carlos lui permet d'obtenir en échange un sursis, à la scène 4 de l'acte 3, sursis accordé donc par ce frère de la femme abandonnée. C'est que Don Juan épouse puis abandonne. Autrement dit, il se défait de ses obligations contractuelles. Le vocabulaire juridique que j'emploie ici provient en vérité de Sganarelle lui-même, dans la description qu'il fait de son maître dans la première scène. Il dit, je cite, « Un mariage ne lui coûte rien à contracter ». Il apparaît bien vite tout au long de la pièce qu'il ne coûte rien à Don Juan de donner sa parole, c'est-à-dire de se lier, ce qu'il ne cesse de faire. Il donne sa parole aux femmes qu'il veut épouser, à son fournisseur, Monsieur Dimanche, qu'il ne rembourse jamais, à son père lorsqu'il lui annonce, en lui mentant, qu'il mènera une vie honorable. Don Juan use du crédit capitalisé par des siècles d'institutions sociales de la noblesse et le dilapide. Il existe une raison fondamentale, avancée à la fois par Don Juan et par la dramaturgie, à cette manière de vivre. Don Juan n'aime pas se lier. Dans son éloge de l'inconstance, il commence par dire à Sganarelle « Quoi, tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ?» L'obligation, le fait de se lier à quelqu'un ou à quelque chose, est un terme récurrent dans la pièce. Elle est également au cœur du principe dramaturgique que Claude Gustave Dubois décrivait comme un jeu sur la dialectique baroque du motus, le mouvement, et du quies, le repos. Don Juan est un être en mouvement, à tel point qu'il voudrait, comme Alexandre, qu'il existât d'autres mondes. Ce mouvement est d'ailleurs imposé par les décors de la pièce qui changent à chaque acte. De fait, lorsqu'il veut obliger quelqu'un, il lui propose de ne plus bouger. Un fauteuil pour Monsieur Dimanche, une chaise pour son père, un lit pour Elvire, une table, une place à la table pour la statue du commandeur. Et c'est lorsque la main de Don Juan saisit la main de la statue, lorsqu'il touche à l'immobilité, qu'il disparaît. La figure de Don Juan permet de comprendre ici le fonctionnement même du système du crédit. Il nécessite une croyance qu'entretient généralement une institution sociale, comme la noblesse, et l'imaginaire qui l'apporte. Il nécessite de faire son devoir, ou du moins d'en donner l'apparence, et il nécessite, en un sens, du mouvement. Corollaire du crédit, c'est l'obligation. Faire crédit à quelqu'un, c'est déjà être son obligé, de sorte que la relation entre créancier et débiteur n'est pas si asymétrique qu'on voudrait parfois le penser. Le crédit implique donc une croyance dans les structures sociales, dans leur permanence. Il implique donc également une croyance dans l'avenir. Si je ne crois pas que demain verra le jour, je n'ai aucune raison de prêter quoi que ce soit, ni d'accorder foi à une parole. Croire, c'est un terme lié à la religion, de même que le terme de crédit, puisque la crédibilité est un concept théologique encore actif au XVIIe siècle. Il s'agit d'un autre thème fondamental du festin de Pierre, la religion, et on comprend que les deux se rejoignent. Il n'est pas anodin que Don Juan soit à la fin condamné par le statut d'un commandeur, un terme qui, en France, résonne avec l'ordre des Templiers, ordre à la fois religieux et banquier. Don Juan est un incrédule qui croit que 2 et 2 font 4, et c'est tout. Face à lui, Sganarelle est malade de croyance, comme Harpagon était malade d'argent. Il faut souligner d'ailleurs que Molière, qui joue habituellement le rôle du malade, du personnage excessif dans ses pièces, joue ici Sganarelle et non Don Juan. Sganarelle croit en tout, ciel, médecine, diable, moine bourg.
Il croit même son maître lorsque celui-ci fait semblant de se repentir. On comprend dès lors que Don Juan est une comédie de la croyance mal placée. Dans ce système de la croyance et du crédit, deux scènes me semblent particulièrement représentatives. La première est la scène 2 de l'acte 3, généralement appelée la scène du pauvre. Don Juan y croise un pauvre à qui il demande son chemin. Ce dernier le lui donne et Don Juan dit alors « Je te suis obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. » Le pauvre répond en demandant une aumône, ravivant ainsi le débat théologique autour de la licéité de la dette et de l'antidora, étudié par Bartolomeo Clavero dans Le don et la grâce. Don Juan lui propose un louis d'or. Si le pauvre veut bien jurer, le pauvre refuse, Don Juan finit par le lui donner, pour l'amour de l'humanité. Étonnamment, si l'argent revient ça et là dans la pièce de Molière, il s'agit du seul moment où une pièce, justement, un louis d'or, apparaît dans toute sa matérialité. Or, qu'est-ce que l'argent, sinon ce qui déplace le crédit et la croyance? Je n'ai pas à me fier à qui a de l'argent tant qu'il existe une croyance partagée dans la valeur de la monnaie. L'argent dispense du crédit, déplace la croyance. Don Juan joue donc ici croyance contre croyance. Il propose de vider de signification le nom de Dieu, ce qui est le principe du juron, contre ce signifiant vide qu'est la pièce d'or. Alors je dis signifiant vide et pièce d'or, mais vous aurez remarqué qu'en réalité, il s'agit d'un louis, c'est-à-dire d'une pièce dont le terme même renvoie au roi, au lien intime entre la valeur de l'argent et le pouvoir légitimé par la religion, le garant en dernière instance de la monnaie. Accepter la pièce et jurer, ce serait donc prendre le risque que la pièce ne vaille plus rien. La deuxième scène qui me semble importante dans le système du crédit est souvent moins étudiée. Il s'agit d'un des nombreux avertissements que reçoit Don Juan dans l'acte 5. Dans la scène 5, un spectre en femme voilée apparaît. Ce spectre est une invention pure de Molière. On ne le retrouve pas dans les autres Don Juan, autres festins de pierre de la période. Le spectre intime à Don Juan de se repentir comme il l'avait fait Elvire dans l'acte précédent. De fait, dans cette scène, Don Juan, je cite le texte, croit reconnaître cette voix, celle du spectre, ce qui laisse penser que le spectre a la voix d'Elvire, que c'est la même actrice qui fait la voix des deux personnages. Lorsque Don Juan veut voir le spectre, celui-ci change d'allure, selon ce qu'indique la réplique de Sganarelle. Voyez, monsieur, ce changement de figure. Selon les indications que l'on possède, le spectre se transforme alors en allégorie du temps, dans un grand final organisé à coups de machine. Et je dis ici final, car cette scène précède la toute dernière de la pièce et existe une continuité dramatique évidente entre les deux. La croyance dans le temps est une condition nécessaire du crédit. Or, Don Juan a joué avec celle-ci, ce qui fait que le temps lui-même vient l'avertir qu'il est temps, justement, de s'arrêter. La scène fonctionne donc comme un rappel de ce qu'est le crédit et de son rapport intime avec l'avenir et la temporalité. Et ce lien entre voix d'Elvire et allégorie du temps me semble absolument essentiel pour comprendre cette question du crédit. La scène pose également la question de savoir pourquoi cette pièce. Don Juan ou le festin de pierre est-elle une pièce de pure édification religieuse et sociale? On ne saurait tout à fait écarter cette hypothèse à condition de comprendre que l'édification est ici une forme d'avertissement. De même que Don Juan est averti des risques de sa conduite, le public est averti de deux risques. Le premier est l'incrédulité, le second, la crédulité. Ne pas croire et faire faussement croire, c'est risquer de se mettre au banc de la vie sociale, qu'il s'agisse de la prison de Molière ou de la damnation de Don Juan, terme lié à la damnatio en droit romain, c'est-à-dire à la malédiction qui suit la rupture contractuelle. Trop croire, à contrario, c'est s'exposer à la crise financière, la crise du crédit, et se retrouver dans la situation de Sganarelle à la fin de la pièce qui réclame ses gages en créancier impayés. Molière rappelle dans son Festin de pierre que tout l'édifice social, du mariage au louis d'or, repose sur le crédit, et que le crédit, comme la pierre factice de la statue théâtrale, est une chose fragile. Je vous remercie.